Bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette mise à jour graphique des représentants de cette nouvelle classe d'actifs en train de naître. Je parle bien sûr de Bitcoin et des crypto-monnaies. Nous verrons également les principaux représentants des autres marchés comme le SP500, l'or, le pétrole US, mais aussi cette semaine un petit point sur les obligations à 10 ans aux États-Unis et en Europe. Car comme j'aime bien le rappeler, il faut voir les marchés comme des vases communicants avec de nos jours les banques centrales qui peuvent ajouter ou retirer de l'eau. Si vous suivez les nouvelles économiques, je pense que vous avez dû entendre parler un peu de la panique bancaire des banques occidentales. Ces événements ont conduit les banques centrales à redéverser de l'eau dans ces mêmes vases communicants, alors que cela faisait un an qu'elles essayaient, à la petite cuillère, d'écoper le bateau Fiat, devenu complètement dépendant des injections de liquidités. Où va donc cette liquidité, qui correspond à nouveau à une création monétaire déguisée? Là, officiellement, la Banque centrale prête des liquidités aux banques commerciales afin de calmer les différents bank runs qui se sont produits et qui sont encore actuellement, surtout aux États-Unis, en train de se produire, évitant ainsi une fameuse contagion qui pourrait faire sauter tout le système, tout simplement. Débutons donc avec le Bitcoin. Vous êtes ici en mensuel, vous voyez que la tendance est haussière et que la clôture du mois de mars, je vais zoomer, confirme que pour l'instant les acheteurs ont repris le contrôle de ce marché. Si je passe désormais en hebdomadaire, cela fait 2 semaines que le prix consolide avec des bougies d'incertitude, à la suite de la semaine du 13 mars qui nous avait permis de nous extirper du range qui avait débuté en juin 2022. Si nous ne le réintégrons pas, si ce n'est pas un énième faux signal, nous devrions, dans les semaines et mois qui viennent, poursuivre à la hausse. Passons à la BTC dominance en mensuel. Vous voyez que le Bitcoin représente aujourd'hui plus de 47% de tout le marché des crypto-monnaies et que nous réattaquons les sommets d'un très grand range qui a débuté cette fois-ci lui en mai 2021. Cela fait donc un tout petit peu moins de 2 ans que le Bitcoin représente de 39-40% à 48-49% de tout le marché des crypto-monnaies. Voici le même range en hebdomadaire. Vous voyez également que cela fait 2 semaines que le prix travaille sous résistance. Le TH face au dollar en mensuel, la clôture est également intéressante et place les probabilités vers la poursuite à la hausse. En hebdomadaire, on voit que comme le Bitcoin, cela fait 2 semaines qu'il ne se passe absolument rien et que l'on consolide sous résistance. Alors, est-ce que ces résistances vont sauter? Est-ce que ces fameux capitaux vont se déverser également dans le marché des crypto-monnaies qui vont à nouveau prendre en valeur? Je vous rappelle que concernant ETH, nous ne sommes qu'à 9 jours de la mise à jour Shanghai qui devrait faire réagir le prix, d'une façon ou d'une autre. Alors, ça sera peut-être par le bas, mais ça sera peut-être le petit coup de pouce suffisant pour, comme un bouchon de champagne, le faire sauter vers le haut. La paire ETH face à BTC, qui la latéralise dans un grand range, un peu comme la BTC dominance, avec malgré tout un RSI qui en mensuel est dominé par les acheteurs, alors qu'en hebdomadaire, nous l'avions vu il y a 15 jours, nous étions repassés dans la zone dominée par les vendeurs, soit nous confirmons à la baisse et nous irons retester le bas de range avec un Ether représentant 0,055 BTC. Si nous réintégrons à la hausse, nous irons très probablement retester le haut de range avant peut-être une envolée sauvage d'Ethereum face à Bitcoin qui mettrait en larmes tous les maxis. Sortons des marchés crypto. Vous avez ici le grand représentant des monnaies du monde ancien qui est encore largement le boss, très très largement utilisé dans la plupart des échanges mondiaux, même si les alliances et les nouveaux accords n'arrêtent pas de fleurir dans de nouvelles monnaies. Même la France, à travers Total, a signé un contrat d'achat de gaz en yuan. C'est vous dire si nous sommes à un moment de bascule. Il est cependant beaucoup trop tôt pour enterrer le dollar. Vous êtes ici en trimestriel, même si j'adore dire régulièrement que la tendance de fond est baissière, le dernier trimestre, et je vais zoomer en restant à cette échelle de temps, a clôturé, comme vous le voyez, en plein milieu de la résistance, rendant tout à fait probable un rebond du dollar par rapport aux autres devises. Surtout qu'au niveau du RSI, il est largement dominé par les acheteurs. Le mensuel nous donne la même information, et seulement à l'échelle hebdomadaire, le RSI est dominé par les vendeurs, mais ça pourrait changer très rapidement. SP500, ici en mensuel, c'est une jolie clôture pour les haussiers, qui semble indiquer que le rebond n'est pas terminé et que nous allons très probablement poursuivre à la hausse dans les semaines et mois qui viennent. Même si l'incertitude est encore présente, comme vous le voyez avec le RSI, qui jongle sur le rapport de force entre acheteurs et vendeurs, nous vivons une période extrêmement piégeuse et pour laquelle il va falloir rester agile. Si on passe en hebdomadaire,
c'est l'illustration de ce que je viens de dire. Regardez, on se fait balader au niveau du RSI. C'est haussier, puis c'est baissier, puis finalement non, c'est haussier. Je vais donc rajouter un petit rond vert en attendant que les marchés se décident. Le pétrole US en trimestriel, vous voyez que on travaillait un énorme support et qu'il y a eu un rattrapage in extremis. Vous allez le voir, on va descendre dans les échelles de temps. Rattrapage in extremis ces dernières semaines, avec une réintégration du range alors que nous avions eu une sortie hebdomadaire. Je passe donc en hebdomadaire. Donc si on refait l'histoire, vous avez une fausse sortie le 13 mars, semaine d'hésitation, réintégration la semaine dernière, et là, ouverture avec un gap haussier. La raison fondamentale est que le cartel de l'OPEP+, a décidé de moins produire. Ces messieurs anticipent-ils la baisse de la demande suite à la récession qui vient? Souhaitent-ils juste vendre moins de pétrole et de gaz, mais à des prix plus élevés? Ou alors baissent-ils la production avec une visée géostratégique que je ne perçois pas aujourd'hui? Je vous laisse vous faire vos hypothèses. Quoi qu'il en soit, lorsqu'on est capable artificiellement de faire baisser l'offre de tel ou tel produit, si la demande en face est au moins la même, ça fait évidemment bondir le prix et c'est ce que vous voyez et c'est ce que vous pouvez observer aujourd'hui sur le marché du pétrole. En termes chartistes, nous sommes cependant juste en train de retester le haut de range. Il se peut que les prix du pétrole restent dans ce range et latéralisent encore beaucoup plus longtemps avant peut-être de repartir à la baisse si la récession mondiale s'installe ou à la hausse dans le cas contraire. Nous voici sur l'or. Ici en trimestriel, j'aime bien vous mettre la vision très long terme. On voit que nous sommes haussier depuis au moins juillet 2002. Le RSI est resté toujours dominé par les acheteurs à cette échelle de temps. Si l'on descend en mensuel, nous avions vu que là aussi cet actif n'était pas avare de pièges graphiques et il semble particulièrement aimer les fausses sorties baissières. J'ai quand même le sentiment que lorsqu'il casse par le haut, il a tendance à s'envoler. Rappelez-vous que nous avons déposé notre dernier petit rond vert en décembre et que ça nous laisse espérer non seulement une poursuite haussière, mais peut-être même de nouveaux plus hauts qui pourraient survenir dans les semaines, mais surtout dans les mois qui viennent, car la temporalité de cet actif est assez lente. Si on zoome en hebdomadaire sur le range actuel dans lequel nous sommes, qui a débuté courant août 2020, on voit que comme le marché crypto, les 2 dernières semaines ont été des semaines de stabilisation, de temporisation, après un retest d'une résistance devenue support autour des 1800 $ l'once. Et donc on vise toujours à minima les hauts de range autour des 2075 $ l'once, et peut-être, donc, comme nous l'avons dit, de nouveau plus haut. Enfin, je voulais donc vous parler aujourd'hui du marché obligataire. Vous êtes en train de regarder les taux d'intérêt des obligations US à 10 ans. Chaque bougie correspond à un trimestre. L'énorme poussée des taux autour des 15% qui s'est passée dans les années 80 a été la réponse des banques centrales à l'époque pour lutter contre l'inflation. Pour faire simple et en résumé, ça a fonctionné. Ils ont réussi à protéger le dollar et éviter l'inflation et l'hyperinflation. La hausse que vous voyez actuellement et qui a débuté au premier trimestre 2021 a été débutée dans le même but pour lutter contre l'inflation. La différence entre les années 80 et la période contemporaine se situe principalement sur le niveau d'endettement des États. Si la Fed ou la BCE en Europe augmentaient les taux à 15% comme ils l'ont fait dans les années 80, les États ne seraient plus en mesure de payer les intérêts sur leurs dettes. C'est pour ça que vous entendrez peut-être parler du fait que les banquiers centraux sont coincés entre le marteau et l'enclume. Soit ils protègent la valeur de leur monnaie en continuant d'augmenter les taux, mais ils risquent de faire sauter les États. Soit ils rebaissent les taux à nouveau, sauvant donc les États de la faillite, mais finalisant la destruction de la valeur de leur monnaie. C'est ce jeu d'équilibristes qu'ils effectuent actuellement, et j'ajouterai un point pour un peu plus de clarté sur les événements bancaires récents, c'est que en augmentant les taux pour protéger la valeur donc de leur monnaie, avant de mettre en difficulté les États, ils mettent en difficulté les banques. Pour illustrer ce que je suis en train de dire, je vais donc passer à un autre graphique et positionner le curseur de la même façon au 1er janvier 2021. Vous êtes ici devant la valeur d'une obligation à 10 ans du marché US sur le marché secondaire. Vous pouvez constater que le prix de ces obligations évolue dans une tendance opposée à la tendance des taux. Si les banques centrales augmentent les taux, le prix des obligations chute. Et vous pouvez voir que le marché s'ajuste fidèlement en fonction des dates. Lorsque la valeur de ces contrats obligataires diminue, cela impacte directement non seulement le business plan des banques,
mais également le bilan comptable des banques, qui peuvent, en cas de panique bancaire comme on l'a vu, se retrouver dans un premier temps avec un problème de liquidité, mais si la baisse continue, ce problème de liquidité avec un bank run peut se transformer en un problème de solvabilité et entraîner donc la faillite de la banque. Et vous pouvez constater que la baisse est encore actuellement de moins 25% par rapport aux plus hauts qui ont été atteints courant 2020. Et le même phénomène se passe en Europe. Vous voyez ici des obligations européennes à 10 ans. La perte est similaire, autour des 25%. Et c'est d'abord ces actifs, c'est d'abord ces contrats que les banques centrales rachètent ou du moins assurent leur liquidité pour éviter la panique, les faillites bancaires et, encore une fois, tout simplement l'explosion du système bancaire tel que nous le connaissons. J'en ai fini pour aujourd'hui. Claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous et à très vite.